Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne JDR Game of Thrones. Aujourd'hui on fait une critique, un débrief, une review, tout ce que vous voulez du premier épisode de la saison 1 de House of the Dragons qui a été produit par la chaîne HBO. Ma chaîne au départ c'est une chaîne de jeux de rôle dans l'univers de Game of Thrones, donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller voir ça. C'est ultra immersif, c'est ultra intense, ça se regarde comme une vraie série. Je pense voilà, vraiment que ça va vous plaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis un immense fan des livres A Song of Ice and Fire qui ont été écrits par George R.R. Martin. De mes 18 à 23 ans, je crois que j'ai dû lire 4-5 bouquins tout au plus. Juste on m'avait pas mis ce que je voulais lire dans les mains, j'avais jamais accroché à un style, j'avais jamais accroché à une histoire. Et là, A Song of Ice and Fire, c'est tout ce que j'avais toujours voulu lire, sans même le savoir. Et évidemment, j'ai été un très gros fan de la série Game of Thrones jusqu'à la saison 4. À partir de la saison 5, je trouve que vraiment la série commence déjà à se casser la gueule. Dès qu'il commence à prendre des initiatives personnelles par rapport au livre, ça commence à devenir absolument catastrophique. On va pas y revenir, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais évidemment étant un gros connaisseur de l'univers, vraiment je pense que je fais partie des fans les plus hardcore et les plus fins connaisseurs de cet univers de House of the Dragon. Je me suis dit que mon avis allait être intéressant et qu'on allait pouvoir débriefer cette saison en détail. Pour montrer à quel point je suis possédé, à un moment dans ce premier épisode, tu as le personnage de Alicent Hightower qui pose des questions d'histoire à Rhaenyra qui ne sait pas y répondre. Et moi je savais, je connaissais la réponse. Qui Nymeria a-t-elle épousé après avoir brûlé ses 10 000 vaisseaux en arrivant à Westeros? Mors Martell. Je suis incollable sur l'histoire. Donc je pense être la personne adéquate pour vous parler un petit peu plus en profondeur de cet univers. On va assez vite rentrer dans les spoilers, mais déjà je peux vous dire sans spoiler des choses qui m'ont énormément plu et énormément touché, tout comme Game of Thrones. Je trouve que cette série, au niveau des décors, des costumes, du détail qu'elle apporte à ces éléments-là, c'est absolument exceptionnel. Pour vous dire, King's Landing, Port-Réal, ce ne sont pas des décors séparés, mais c'est vraiment tout un plateau de tournage immense avec toutes les salles qui sont reliées les unes aux autres. Les acteurs ils disent que pour se projeter c'est absolument incroyable. Pour parler des acteurs, ce qui m'avait vraiment donné envie de voir cette série, c'est que je trouve que le casting est parfait, vraiment incroyable. Même il y a des choix qui m'avaient un petit peu surpris, qui m'ont totalement convaincu au final. Par exemple Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen. Je trouve que les actrices qui jouent Rhaenyra et Alicent Hightower sont vraiment au top pour leur âge. Je trouve qu'elles incarnent parfaitement leur personnage et je les trouve vraiment très forts dans leur rôle. Mais pour qu'ils aient des bons rôles, tous ces personnages, évidemment, il faut que le scénario ait été bien pensé, bien écrit. Et déjà ce qui me rassure beaucoup avec cette série, c'est que le créateur de la série, le showrunner et les personnes qui sont penchées sur le script, on voit que c'est des vrais amoureux du matériel de base, que c'est des vrais amoureux de l'univers de Game of Thrones parce qu'ils réécrivent cette histoire et ils la font vivre à l'écran au plus près du matériau de base qui est le livre Fire and Blood. George R.R. Martin, il a écrit sa saga du Trône de Fer qui s'appelle A Song of Ice and Fire, donc il suit les éléments qu'on a pu suivre dans Game of Thrones. C'est une saga qu'il n'a pas encore terminée. Mais avant ce qui se passe dans Game of Thrones, il y a eu 300 ans de règne de la famille Targaryen qui sont absolument passionnants. Et là, les aventures qu'on va suivre, comme c'est indiqué dans l'introduction, se passent 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. C'est une courte période mais assez marquante parce qu'elle va marquer un basculement dans l'histoire de la famille Targaryen. C'est une période qu'on appelle la danse des dragons, pendant laquelle, ce qui change de l'histoire de Game of Thrones, il y a 17 dragons qui sont en vie. Donc pour l'instant on les a pas encore tous vus, mais évidemment ça va arriver au fur et à mesure. Vous avez sûrement vu plein de personnages qui en fait possèdent des dragons et dont vous ne vous doutez pas pour l'instant qu'ils puissent être des chevaucheurs de dragons. Les 150 premières années de l'histoire de la famille Targaryen ont été écrites par George R.R. Martin en détail dans ce livre Fire and Blood, qui a la particularité d'être raconté du point de vue de maître ou d'historien et pas du point de vue de personnage comme peut avoir été l'autre saga. Et du coup ça laisse aux scénaristes un peu plus de liberté dans les dialogues et dans l'interprétation qui peut être faite de cette histoire, parce qu'il y a souvent des passages dans ce livre qui gardent un peu une notion un peu floue de ce qui a pu se passer à certains événements. Voilà. Je vous conseille évidemment de lire ce superbe ouvrage que je trouve réellement passionnant. Pas seulement la danse des dragons, mais absolument tout ce qui se passe depuis la conquête d'Aegon jusqu'à la danse des dragons, et je vous invite vraiment à le lire en anglais. Ça se lit assez facilement parce que c'est raconté comme un livre d'histoire, et en plus dans la version anglaise vous avez des magnifiques illustrations
voilà, qui viennent agrémenter tous les passages importants de cette histoire. Ce qui est très pratique parce qu'évidemment, comme il y a des histoires de ramifications, d'arbres généalogiques et tout ça, avec les visages des personnages, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous projeter et de vous retrouver dans les Rhaena, Rhaenys, Daenerys, tous ces noms-là, Targaryen. Au bout d'un moment, on est un petit peu submergé, on peut vite être perdu. J'en profite aussi dès cet épisode 1 pour vous conseiller Le Monde de Game of Thrones, les origines de la saga, qui est aussi un bouquin extrêmement complet sur l'histoire des Targaryens, sur la géographie, sur l'histoire de la série Game of Thrones telle que vous la connaissez, même si c'est un livre qui ne s'intéresse pas à l'adaptation mais qui s'intéresse au matériel de base, les bouquins. Pareillement, il est magnifiquement illustré de cartes, d'images. Par exemple, c'est Au Jardin, la demeure des Tyrell. Mais évidemment, ça vous permettra, si ça vous intéresse, de vous plonger un peu plus dans l'histoire des Targaryens, puisque ce livre-là recouvre toute l'histoire des Targaryens, mais évidemment de manière un peu plus survolée que ce gros pavé qui rentre vraiment dans le détail. Donc tout ça pour vous dire que je suis complètement possédé par ces bouquins, qui sont mes bouquins préférés, et dont j'espère évidemment une adaptation correcte. Alors que dire de ce premier épisode sans forcément pour l'instant rentrer dans les spoilers. Je suis extrêmement agréablement surpris, je vous l'ai dit, par le casting, par les décors. Ce qui m'a un peu déçu mais qui ne me gêne pas tant que ça, c'est que parfois il y a certaines CGI de dragons qui se voient, ou en tout cas qui se remarquent. Même si, attention, j'imagine que la série a un immense budget, parce que je vous ai dit, il y a 17 dragons. Enfin, il y a 21 dragons qui sont en vie, mais je crois que dans la première saison, on va en voir 17. Donc ça vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Et puis il y a souvent des scènes d'action avec ces dragons. Je passe totalement outre et je pense qu'on peut raconter une très bonne histoire sans avoir des magnifiques images de synthèse. Ce qui me manque cruellement, malheureusement, dans cet épisode, et c'est sûrement dû au fait que les épisodes vont être très longs. Ce premier épisode dure 1h02, et je crois qu'il y a des épisodes qui vont jusqu'à 1h30. Je crois que la moyenne, c'est 1h10 par épisode. Et du coup, pour éviter que ce soit trop long, ils n'ont pas fait de générique. Et alors ça me brise un peu le cœur, parce que le générique de Game of Thrones, pour moi, c'était une masterclass. Voilà, cette idée de montrer les localisations géographiques avec le générique, puis la musique de Ramin Djawadi est totalement cultissime. Même si, voilà, ils ont repris évidemment ce compositeur-là, qui de temps en temps vous balance un petit thème absolument exceptionnel. Voilà, dans cet épisode, il doit y avoir 3 séquences de musique qui sont vraiment très très chouettes. Moi, je suis totalement fan de ce qu'il peut faire sur Westworld, voilà, sur d'autres séries HBO. C'est un compositeur que je suis et que j'aime beaucoup. Il a fait d'ailleurs la musique des Eternals, un film Marvel, et c'est peut-être la seule chose qui est bien dans ce film d'ailleurs. Bon, là, on va rentrer un petit peu dans les spoilers, évidemment. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous conseille de le regarder, parce que je vais aller droit au but et essayer d'analyser en profondeur pourquoi c'est une bonne adaptation, parce que je trouve que les personnages du matériel de base ont été vraiment respectés, qu'on comprend très très vite ce qui les caractérise. J'aime beaucoup par exemple que le roi Viserys commence une de ses premières apparitions dans une scène par une blague. On sent que c'est un roi qui manque un peu de majesté, qui s'est un peu éloigné, disons, de l'importance du pouvoir, voilà, mais qui est quand même obsédé par sa descendance. J'aime beaucoup que Daemon, on comprenne très très vite que c'est un personnage ambivalent, complètement noir et blanc, qui a sûrement des très bons côtés, qui a un côté très attachant de par son espèce de charisme de beau gosse qui en a rien à foutre de ce qu'il y a autour de lui, mais qui est vraiment mêlé quand même aux enjeux du pouvoir, puisque c'est l'héritier du trône, et que il est directement en ligne pour devenir un roi. Évidemment, on se dit qu'il serait totalement irresponsable et que ça va être horrible, et c'est clairement tout de suite, je trouve, dès ce premier épisode, on comprend assez rapidement les enjeux de la saison. C'est ça, je trouve, l'attrait principal de cette série par rapport à une série comme Game of Thrones, c'est que vraiment, vous allez voir dans cette série, c'est difficile de trouver que des personnages sont noirs ou blancs. Tous les personnages sont un petit peu ambigus, il y a des personnages que vous avez adorés, que vous allez sûrement détester plus tard, des personnages que vous avez détestés, que vous allez adorer. C'est vraiment une série qui va vous montrer à quel point la politique, l'attrait du pouvoir, les enjeux et les tensions qui sont mises en place corrompent tout le monde, et à quel point tout le monde peut devenir fou à cause de l'attrait du pouvoir. Il y a des scènes assez incroyables en perspective qui devraient arriver en fin de saison 1 ou en fin de saison 2, voilà, je ne vous spoil pas. L'épisode il commence sur le grand conseil de l'année 101 après la conquête, où il y a le vieux roi Jaehaerys qui a été, je dirais, un des plus grands rois, ou en tout cas un des rois les plus bienfaiteurs de la lignée Targaryen, puisqu'il a édité beaucoup de lois, il a toujours combattu la guerre, il a vraiment unifié les royaumes sous son règne. Il a eu un règne très compliqué. Je vous en parlerai avec plaisir dans d'autres vidéos, mais c'est pas le sujet. Et là, le roi Jaehaerys réunit cet énorme conseil dans la plus grande forteresse de Westeros, qui est Harrenhal, que vous avez déjà vu dans la série Game of Thrones, pour justement essayer de décréter des règles de succession pour éviter ce jeu de pouvoir qui a déjà fait s'entretuer sa famille.
Avant la Danse des Dragons et avant House of the Dragon, il y a déjà eu des gros problèmes pour savoir qui allait hériter, et donc il a établi des règles strictes. La série va, je trouve, un peu vite, en disant il a choisi un garçon plutôt qu'une fille, parce que les filles, voilà, elles méritent pas de régner. En vrai, sans rentrer dans les détails, c'est un peu plus complexe que ça comme choix dans le livre, parce qu'il y a des histoires de quelqu'un va être trop jeune pour régner, enfin... Il y a plein d'histoires, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que c'est un peu plus complexe dans le livre, et c'est pas simplement une histoire un peu binaire entre hommes et femmes, même si je comprends totalement pour le coup que la série ait fait ce choix, parce que l'importance du sexe dans la succession, ça va être un élément majeur de l'intrigue de cette première saison. Donc je comprends qu'ils aient fait ça, mais voilà, c'est pour vous dire que l'écriture du livre n'est pas si binaire que ça, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, qui vous font vraiment vous poser la question de, effectivement, est-ce qu'il faudrait pas mieux écarter la fille pour... que le garçon devienne l'héritier. D'ailleurs, la personne qui a écarté, c'est Rhaenys Targaryen. Je me permets de shotgun immédiatement, c'est mon personnage préféré. C'est un personnage tellement stylé et incroyable. J'adore cette femme. Voilà, je trouve à lire ses aventures, c'est absolument palpitant. Et c'est un micro-spoil, mais vous allez le découvrir sûrement l'épisode d'après. Cette femme possède un dragon. Je m'écarte trop du sujet, mais tout ça pour dire que je trouve que dans ce premier épisode, la manière dont nous sont amenés au fur et à mesure les personnages, dont ils nous sont présentés dans leurs relations, ça a été vraiment bien pensé. D'abord on nous présente un dragon, ensuite on nous montre que c'est une jeune fille qui a réussi à le dresser. On nous fait vraiment apparaître les personnages petit à petit, et tout de suite dans des scènes qui les caractérisent. Quand on rencontre Daemon pour la première fois, réellement il s'est assis lui-même sur le trône, alors que c'est le trône de son frère. Donc on sent tout de suite le personnage un petit peu ambivalent. On voit l'importance qu'a Otto Hightower dans le contrôle de la succession. Et c'est très mignon de faire découvrir en fait que dans le même épisode que Otto en fait est le père de Alicent, ce dont on ne se doutait pas au départ. Voilà, et en termes de mise en scène, effectivement c'est un épisode qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup de relations immédiatement à mettre en place et à faire comprendre quels sont les liens entre les gens. Cet aspect-là peut être un peu lourd. En tout cas dans la présentation des personnages, je trouve que ce premier épisode a fait très fort. J'ai vraiment beaucoup aimé cette idée de monter en parallèle deux batailles. Le tournoi dans lequel il y a des nouveaux personnages qui sont présentés sur leur aspect martial, voilà, comme Ser Criston Cole, fucking Ser Criston Cole, vous allez voir, c'est un personnage important. Daemon Bellian, voilà, tout de suite on voit que c'est des types, des combattants qui ont la hargne, très intelligent aussi de montrer que Daemon, pour se venger de Otto Hightower, décide de jouer contre son fils et le fait chuter de manière extrêmement violente pour ensuite demander les faveurs de la fille de Lord Hightower, alors que évidemment c'est un prince Daemon, donc celle-ci ne peut pas lui dire non. Même au sein d'un combat, il arrive à être dans la manipulation et il arrive à être dans la provocation. Ça j'aime beaucoup, je trouve ça c'est très Game of Thrones. Et à côté en parallèle, on a l'autre bataille. Aemma, la mère de Rhaenyra, lui a dit, il y a d'autres batailles, nous les femmes, nos batailles se font en couches. Et il y a cette scène en parallèle, cette scène horrible, où elle accouche et le roi a ce dilemme terrible. Et il doit choisir entre la vie de son enfant, qui correspond au martyre de sa femme, ou alors à la mort des deux. Et la scène elle est horrible parce qu'en fait tu te dis, immédiatement en premier épisode, c'est ce roi qui te paraissait un peu peut-être sympathique, un peu léger et tout ça, quand il décide, contre le gré de sa femme, de lui ouvrir le ventre, mais c'est absolument monstrueux, voilà. Immédiatement la série elle te montre à quel point les personnages sont ambivalents. Ont tous une part un peu monstrueuse et c'est ça qui va être trop bien avec cette série. Dès ce premier épisode on sent le cœur de cette série, on sent le cœur de ce que moi j'attendais, de ce que je voulais voir par rapport au matériel de base dans cette adaptation. Alors je vais juste finir par des petits détails que vous n'avez pas forcément remarqué parce que vous ne connaissez pas forcément le livre comme moi. Déjà très cool de voir le squelette de Balerion. Balerion c'est la terreur noire, c'est le dragon de Aegon le Conquérant, c'est un monstre absolu qui avait plus de 300 ans, qui a vécu à Valyria et qui a aidé Aegon à conquérir tout Westeros. Donc on voit avec la taille du crâne qu'il peut facilement y avoir un cheval entier dans sa gueule. Alors Viserys c'était son cavalier, le roi Viserys c'était lui qui l'a chevauché, mais Balerion était très vieux et donc il n'a pu le chevaucher que 1 ou 2 ans je crois avant que Balerion finisse par mourir. Donc Viserys est un roi Targaryen sans dragon. Ça c'est évidemment assez important pour les histoires de pouvoir. Et Viserys il porte l'épée Feu Noir, qui était l'épée en acier valérien de Aegon le Conquérant. Donc l'acier valérien c'est un acier indestructible qui peut passer les âges, et donc ces épées là ont une valeur inestimable, elles sont passées de génération en génération. Et Daemon son frère lui il porte l'épée Dark Sister. Voilà, je sais pas comment on traduit en Sœur Sombre je crois en français. Voilà, dans les bouquins c'est Dark Sister, donc c'est également une épée valérienne qui a une très grande importance au cours de l'histoire
de Game of Thrones. J'aime beaucoup aussi évidemment que le trône de fer ressemble beaucoup plus à ce qui est décrit dans le livre. C'est une espèce de montagne monstrueuse d'épées, parce qu'en fait lorsque Aegon a conquis les 7 couronnes, il a récupéré toutes les épées de ses ennemis, et avec le feu de Balerion, avec le feu du dragon, il a forgé cette espèce d'énorme trône monstrueux en épée, parce qu'il disait que aucun roi ne devrait avoir à s'asseoir de manière confortable dans un trône, voilà. Et donc c'est un trône sur lequel il y a déjà eu des morts, sans spoiler, c'est un trône sur lequel régulièrement on se coupe, et vous voyez, c'est trop bien de voir dès le premier épisode que ce trône ronge Viserys puisqu'il le coupe régulièrement et il lui crée des plaies purulentes dont il n'arrive pas à se débarrasser. Moi je trouve que c'était une très très belle image du pouvoir et du danger du pouvoir qu'il peut y avoir. Et ça montre aussi, c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça par rapport à la série Game of Thrones, parce que ça montre en fait juste que c'était un trône qui était très impressionnant, mais juste ils ont enlevé une partie des épées pour le rendre peut-être moins targaryen, voilà. Petit détail aussi, je sais pas si vous avez remarqué, le roi Viserys il a une dague sur laquelle on voit souvent des gros plans, une dague en acier valyrien, et si vous vous souvenez bien, c'est cette dague qui lance toute l'intrigue de Game of Thrones, puisque c'est la dague dont Littlefinger se sert pour essayer d'assassiner Bran. C'est la dague qui, soi-disant, il aurait acheté à Tyrion Lannister. Donc voilà, c'est une dague qui traverse les âges et c'est assez rigolo de voir ce petit clin d'œil. Énorme clin d'œil aussi d'ailleurs entre Game of Thrones et cette série. Ils ont pris une liberté par rapport au livre, mais c'est une idée que je trouve géniale et je me dis que George R. R. Martin pourrait totalement avoir fait ça. Aegon le Conquérant, il a conquis les 7 couronnes avec ses 2 sœurs, Rhaenys et Visenya. Parce que c'est un conquérant, voilà. Parce qu'il s'est dit d'un coup, j'ai 3 dragons, je suis un peu quelqu'un d'extrêmement ambitieux, je vais décider d'unir ces 7 royaumes qui se battent depuis des années, voilà. Donc j'ai toujours dit ça en lisant les livres, et là, on présente le personnage de Viserys comme quelqu'un qui a des rêves prophétiques, qui apparemment seraient passés de génération en génération. Et il y a une légende qui dit qu'en fait, Aegon a conquis les 7 couronnes quelque part pour les unifier et les protéger, parce qu'il sait et il a vu en vision que les marcheurs blancs allaient tout envahir et tout détruire. Donc voilà, ça tisse un lien entre Game of Thrones et House of the Dragon, un lien que je trouve extrêmement bienvenu, hyper intéressant, et qui étire quelque part une trame narrative sur plus de 300 ans. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Ça a été une très très bonne idée. Au début, j'étais au mode ok, ouais, ok. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je trouve ça extrêmement intéressant. Et évidemment, dans les prochains épisodes, on aura le temps de revenir plus en profondeur sur la maison Hightower, sur la maison Velaryon, qui est absolument passionnante, sur encore plein de détails. Je vais pas trop en dire parce que on verra au fur et à mesure des épisodes si je peux vous apprendre des choses intéressantes. Évidemment, je vais faire des reviews toutes les semaines de House of the Dragon. Et si vous ne connaissez pas ma série de jeux de rôle Game of Thrones, comme je vous le redis, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est très immersif, très intense, ça va à fond, mes acteurs sont au taquet. C'est une histoire dans l'univers de Game of Thrones, mais où tout est improvisé par les acteurs qui doivent réagir face à des choix terribles et en assumer les conséquences. On a déjà une saison entière qui est sortie, je vous affiche le lien dans quelques secondes, et je vous dis à la semaine prochaine les amis pour le feu et le sang dans House of the Dragon.